Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur le constructivisme en épistémologie. Alors qu'est-ce que c'est que ce constructivisme? Le constructivisme en épistémologie, ça réfère à la thèse selon laquelle le sujet connaissant a un rôle actif dans la construction de ses représentations. Autrement dit, nos représentations, c'est-à-dire nos croyances, notre connaissance, nos visions du monde, etc., c'est construit à travers le prisme de notre cognition. La connaissance humaine est inséparable de l'observateur. Alors pour comprendre ces phrases, en gros, une illustration, c'est le tableau La trahison des images de René Magritte, où il est inscrit «Ceci n'est pas une pipe». L'idée de ce tableau, une des idées en tout cas, c'est que ce n'est pas effectivement pas une pipe, c'est l'image d'une pipe. Eh bien, le constructivisme nous dit, dans notre tête, au niveau de notre cognition, eh bien, nous avons les représentations qui sont construites comme un tableau, comme une peinture, au sujet du réel. Nous n'avons pas le réel de représentation du réel pur dans notre tête, mais des représentations de ce réel qui font l'objet d'une construction. Nos connaissances humaines dépendent de notre statut d'observateur. Une autre manière de le dire, c'est que les dispositifs cognitifs qui nous permettent d'appréhender le monde ont un impact sur la manière dont nous le percevons et l'interprétons. Pour cerner alors l'étendue du concept de constructivisme en épistémologie, je pense que l'important c'est peut-être de s'attarder dans un premier temps sur la manière dont un média, un journal, une émission de télé ou autre, contribue à élaborer des productions qui ne sont pas un pur reflet du monde réel, c'est bien des constructions, des représentations de ce réel. C'est un paradigme d'ailleurs, hein, cette idée de non-transparence qui veut que les messages des médias ne doivent pas être abordés comme un simple reflet de la réalité, mais bien des constructions, des représentations de cette réalité. Ce n'est pas des fenêtres sur le monde, les médias, ce n'est pas des miroirs qui ne font que refléter les images de ce qui se passe. Leur message, en fait, ça exprime toujours des points de vue particuliers. Les dispositifs qui nous permettent de représenter le monde ont un impact sur la manière dont nous le percevons et nous l'interprétons. Imaginez que vous devez réaliser un petit film de reportage maintenant. Eh bien, pour faire un reportage, vous allez devoir prendre une caméra. Avec cette caméra, vous allez vous placer quelque part, vous allez devoir sélectionner des images. Vous allez choisir un angle, vous allez positionner votre caméra d'une certaine manière. Vous allez cadrer, vous allez peut-être zoomer ou pas, de sorte que vous allez délimiter des choses qui seront dans le cadre et d'autres qui seront à l'extérieur de ce cadre. Certains éléments seront peut-être flous ou au contraire très apparents en fonction du zoom que vous aurez fait, du focus, etc. Et tout ça, c'en est de même pour la prise de son. Bref, en fonction du dispositif, nous l'avons vu, eh bien, ce que vous allez capter, ce que vous allez ensuite diffuser par ailleurs, eh bien, ce n'est pas neutre. Avant tout cela, vous aurez choisi un thème et peut-être même pensé à un scénario ou à un questionnement auquel répondre à propos de ce thème. Enfin, vous avez peut-être, comme moi lors de cette vidéo, vous avez peut-être procédé à un montage, couper certaines parties, les structurer d'une certaine manière, créer des liens entre les différentes scènes, etc. Bref, le reportage que vous allez produire est bien à voir comme une construction, un agencement du réel. La production finale, ce n'est pas du tout un simple reflet du réel. Alors, pour Stéphane Vial, toute notre expérience du monde est façonnée par nos technologies. Il dit, nous nous appuyons ici sur la notion de phénoménotechnique empruntée à Gaston Bachelard, un épistémologue français, qui nous conduit à défendre un constructivisme phénoménologique selon lequel toute technique est une matrice dans laquelle se coule toute notre expérience du monde possible. Alors derrière ces mots qui peuvent sembler un peu compliqués au premier abord, l'idée c'est simplement de dire que la technique, la technologie, formate notre perception du monde, notre expérience du monde.
Nous n'avons pas une expérience du monde pur, nous avons une expérience formatée en fonction de nos moyens de la percevoir. Eh bien, notre cognition, notre appareil à connaître, finalement, ça fonctionne comme les médias, ça fonctionne un peu comme une caméra. Donc, ce détour par la construction d'un reportage nous permet d'aller un peu plus loin dans la compréhension du constructivisme en épistémologie. En effet, comme je l'ai dit, le constructivisme revient à dire que notre cognition fonctionne comme les médias. Notre appareil à connaître fonctionne comme un appareil à capter des images telles qu'une caméra. Autrement dit encore, notre système perceptif, c'est comme une sorte de média premier, d'écran premier, qui est prolongé par les autres technologies. Je développais déjà un peu cette thèse dans mon premier livre, Médias, influence, pouvoir et fiabilité. Je disais, nos sens fonctionnent comme des médias. Ce sont des intermédiaires entre notre esprit et le monde. Ils donnent forme à nos perceptions. Nos sens formatent les données du réel, ils en sélectionnent des éléments au détriment d'autres. Nous avons tendance à penser que les médias nous trompent parfois. Eh bien, il en est de même pour nos perceptions. En effet, nous percevons par l'intermédiaire de nos sens. Et au fond, comme les médias, ils construisent la réalité, ils la sélectionnent, ils la mettent en forme dans une certaine mesure. Marshall McLuhan, qui est l'auteur de l'ouvrage Pour comprendre les médias, les prolongements technologiques de l'homme en 1993, considère en ce qui le concerne que les médias sont des prolongements technologiques de l'homme, comme le veut son titre. Ces prolongements technologiques, ces médias, lui permettent en quelque sorte de voir plus loin que ses modes de perception naturels. Tout comme un marteau est une extension du corps lorsqu'il s'agit de casser la roche, les médias sont des outils techniques qui ont une fonction de perception du monde. En bref, nos sens sélectionnent, construisent, interprètent, voire biaisent la réalité. Alors je vous invite à regarder la vidéo de Daniel Simons intitulée The Monkey Business Illusion. Cette vidéo de Daniel Simons montre que la perception est sélective en fonction de l'attention. Comme les médias, il arrive que nos sens nous trompent en sélectionnant l'information d'une certaine manière. Comme les médias, il arrive que nos sens nous trompent aussi en mettant en forme la réalité d'une certaine manière. Le simple fait de porter notre attention sur un ou plusieurs éléments a pour conséquence que nous ne percevons pas la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'elle se donne à voir à travers notre activité perceptive, notamment via nos 5 sens tout simplement par exemple. Le fait de sélectionner des parties de la réalité constitue une manière de construire des représentations. Et donc après avoir développé que notre activité humaine, notre cognition humaine fonctionne comme les médias, nous pouvons aller plus loin en disant que nous ne percevons pas absolument le réel tel qu'il est. Et donc déjà dans le discours de la méthode, Descartes constate que lorsqu'il plonge un bâton dans l'eau, par exemple, celui-ci apparaît déformé. Et de ce genre d'observation découle d'ailleurs le fameux doute cartésien qu'il formule d'une telle manière qu'il se demande « Si mes sens me trompent parfois, comment être sûr qu'ils ne me trompent pas toujours ?» Effectivement, il y a de nombreux biais cognitifs auxquels nous sommes confrontés. Et ce questionnement n'est pas neuf. Le philosophe antique grec Platon le pousse à l'extrême avec sa théorie des idées, parce qu'il dit que le monde sensible, finalement, c'est le monde que nous percevons, notre monde matériel, n'est pas le monde réel, mais c'est une vaste tromperie. Pour lui, tout ça relève de l'apparence. Pour lui, en fait, le monde sensible relève juste de l'apparence, de la tromperie, de l'illusion, au contraire du monde des idées. Alors pour Kant, qui est moins radical que Platon, la réalité est construite et perçue par la raison. Selon Kant, nous ne percevons que les phénomènes, c'est-à-dire les choses appréhendées par notre système perceptif et cognitif. Nous percevons finalement les images du réel réalisées par le filtre de nos sens, de notre entendement, de la structure même de notre raison. Les phénomènes, ce sont les choses telles que nous pouvons les percevoir, c'est-à-dire
déjà formaté par notre raison, par le filtre de nos sens et de notre entendement, ce que nous percevons, ce à quoi nous avons accès, en termes de connaissances, eh bien ce sont les phénomènes, les choses telles qu'elles peuvent être appréhendées par notre raison. Dès lors, avec Kant, la connaissance implique une activité de l'esprit humain. Il n'y a pas de connaissance sans sujet connaissant humain, sans observateur humain. Autrement dit, selon Kant, notre entendement ne peut percevoir que des phénomènes du monde, c'est-à-dire des états du monde selon une sorte de préformatage par la raison et les sens, et non les choses qui existent en tant que telles, indépendamment de la connaissance. Nous construisons notre connaissance du monde en lui appliquant des catégories telles que l'espace, le temps ou la causalité, selon Kant. Pour Kant, le monde existe bien en dehors de nos perceptions. Cependant, dans une certaine mesure et en forçant le trait, le monde que nous percevons n'est pas exactement celui qui existe en tant que tel, indépendamment de nos perceptions. En somme, la cognition suppose une sélection, voire une transformation et une catégorisation de l'information. Nos représentations sont le fruit d'une activité cognitive. Cette activité cognitive, elle peut d'ailleurs mener à différents biais. Une expérience montre par exemple comment on peut induire de faux souvenirs à des individus en leur suggérant avoir serré la main de Bugs Bunny à Disneyland. Ce qui est invraisemblable puisque Bugs Bunny est un personnage de la Warner Bros. Et non de Disney. Ça nous montre que la mémorisation est un processus actif, de sorte qu'il est même possible de créer, entre guillemets, des souvenirs. Et comme on l'a vu avec Kant, nous pouvons dire que nous construisons le monde et l'appréhendons toujours à travers des dispositifs techniques, des intermédiaires, des systèmes de représentation et de perception de phénomènes, ne serait-ce que nos 5 sens, notre raison. L'être, ce qui est, nous apparaît toujours d'une certaine manière. Ces intermédiaires, ça ne se limite donc pas aux machines, à une dimension mécanique. C'est donc pas seulement la télévision. On peut bien sûr évoquer l'imprimerie, mais aussi l'écriture alphabétique ou encore différents langages. La chercheuse Lera Broditsky montre justement d'ailleurs comment le langage peut façonner notre manière de voir le monde. Notre langue peut façonner notre culture et notre rapport aux choses. Et donc, l'imprimerie, l'alphabet, différents langages, différents systèmes perceptifs ou symboliques ont métamorphosé notre manière d'aborder le monde notamment. Nous pensons en utilisant des mots et des symboles. Nous traitons mathématiquement la réalité avec des nombres. Tout cela, en fait, cela a une influence sur notre cognition. Cela contribue à notre cognition. Je renvoie d'ailleurs à ce sujet à notre entretien avec le philosophe Pierre Lévy sur les liens entre médias, culture et cognition. Bref, nos dispositifs cognitifs, par exemple nos 5 sens, comme nos dispositifs techniques, par exemple une caméra, structurent notre perception et par conséquent nos représentations du monde. Alors une autre manière de formuler le constructivisme consiste à dire que la connaissance est inséparable de l'observateur. On pourrait dès lors se demander si le réel existe bien en dehors de nos esprits. Finalement, si ce que nous percevons, ce n'est jamais que des constructions de nos esprits, est-ce qu'il y a un réel en dehors de nos esprits? En tout cas, pour les constructivistes, la connaissance est inséparable de l'observateur. Jean-Louis Lemoigne formule ainsi la thèse que la connaissance implique un sujet connaissant et elle n'a pas de sens ou de valeur en dehors de ce sujet connaissant. Ernst von Clasersfeld est plus radical lorsqu'il affirme que ce que l'on appelle la réalité n'est qu'une construction de l'esprit et que la connaissance ne reflète pas une réalité ontologique objective mais la mise en ordre et l'organisation d'un monde constitué par notre expérience. Alors, ces deux postures, elles invitent à clarifier deux subdivisions possibles du constructivisme, que nous appellerons le constructivisme réaliste et le constructivisme nominaliste.
Le nominalisme et le réalisme, ce sont deux concepts qui sont relatifs à la question des universaux. Les universaux, ce sont notamment les mots, les concepts et les autres signes ou images mentales que nous utilisons pour représenter le réel. Donc ces mots, ces concepts, ces autres signes, sont-ils des reflets fidèles du réel ou bien ne sont-ils que des mots? La connaissance peut-elle exister sans sujet connaissant? Alors pour les nominalistes, les concepts généraux, les universaux, sont une construction de l'esprit. C'est une pure construction. À l'extérieur, il n'y a que du particulier, il n'y a que de l'expérience. Mais toute catégorisation ou généralisation, ça devient une construction. Et donc ce n'est plus le réel. Pour les réalistes, les objets du réel peuvent être connus de manière générale, et notamment par abstraction. Les représentations mentales et concepts généraux correspondent à une réalité extérieure. Généralement, on parle même d'essence commune aux étangs. L'hypothèse réaliste consiste à poser que nos mots, même s'ils sont le fruit de conventions, renvoient bien à la réalité. Bref, à la question nos représentations sont-elles le reflet du réel? De manière un petit peu simplifiée, le nominalisme dit non, nos concepts et nos idées ne reflètent pas le monde, ce sont de pures constructions. Et le réalisme dit oui, nos concepts et nos idées sont le reflet du monde extérieur. Alors le constructivisme, il peut être nominaliste ou réaliste. On peut donc le décliner comme suit. Le constructivisme dit nos concepts et idées sont le fruit de constructions. Le constructivisme réaliste va ajouter que cela n'empêche pas qu'ils peuvent décrire correctement le réel. Le constructivisme nominaliste, quant à lui, va dire nos concepts et idées sont le fruit de constructions. Par conséquent, ils ne peuvent pas décrire correctement le réel. Donc on a ici une subdivision et une nuance à la fois du constructivisme et de la tension entre réalisme et nominalisme. Parce que nous actons d'une part que nos concepts et idées, en gros ce que nous avons dans la tête, nos représentations, ce sont bien des constructions, et en même temps que ce n'est pas juste subjectif, que ça a un rapport avec les objets du réel lorsque nous sommes réalistes. Ou au contraire, lorsque nous sommes nominalistes, eh bien nous ajoutons qu'en fait ça n'a pas de lien avec le réel. Ce sont des conventions, des constructions arbitraires. Alors, dans son excellent texte intitulé « Peut-on ne pas être constructiviste ?», Cyril Lemieux définit le constructivisme comme suit. Pour commencer, on proposera ici d'appeler constructivisme la doctrine selon laquelle les phénomènes descriptibles dans le monde, qu'ils soient réputés ordinairement sociaux ou naturels, n'existent pas antérieurement et extérieurement au travail accompli pour les catégoriser. Eh bien, lorsqu'il adopte cette définition, Cyril Lemieux, en fait, nous propose une forme de constructivisme plutôt nominaliste, en ce sens que cette définition présuppose que les phénomènes du monde n'existent pas antérieurement à l'observation. C'est comme si l'observation contribuait à construire carrément la chose, le phénomène, comme si le réel était lui-même une construction. Alors je suis particulièrement d'accord avec l'extrait qui suit. Il se pourrait toutefois que, comme tout moyen pédagogique utile aux débutants, le constructivisme puisse se muer aux étapes ultérieures de l'apprentissage du métier de chercheur en un obstacle qui limite la progression. Sans doute est-ce le cas lorsque son application et sa rhétorique, devenue mécanique, empêchent le chercheur de prêter attention à ce qui justifie, pour le sens commun, l'attachement au naturalisme, à savoir la difficulté d'adhérer à la thèse selon laquelle la réalité ne serait rien d'autre qu'une construction sociale. Alors c'est de nouveau un extrait un peu difficile à comprendre. Dans cet extrait, en fait, l'auteur se positionne simplement pour une forme de constructivisme réaliste, en ce sens qu'il dit que ce n'est pas parce que les phénomènes sont une construction de l'observateur qu'ils ne sont que cela. Ce n'est pas parce que la réalité ne nous est accessible qu'à travers des constructions qu'elle n'est qu'une construction.
et ce n'est pas parce que le sujet connaissant a un rôle actif dans la construction de ses connaissances sur le réel, que celles-ci n'ont aucun lien avec le réel, que celles-ci n'ont rien à voir avec le réel. Finalement, le constructivisme nominaliste n'a pas besoin du réel. Un enjeu relatif au constructivisme, ça réside donc dans la question suivante. Dire que le discours ou la pensée du social est une construction implique-t-il de dire que toutes les constructions se valent? C'est la question du relativisme en fait, auquel j'ai consacré une vidéo que je mets dans la description. Et le texte pose la question ici. Comment revendiquer une position constructiviste sans se montrer relativiste, c'est-à-dire incapable d'attribuer à certaines constructions sociales de la réalité une supériorité sur d'autres? En bref, pour l'auteur, le constructivisme nominaliste engendre soit un relativisme, soit un charcutage ontologique dualiste. C'est comme si la dualité objectif, entre parenthèses le réel, subjectif, entre parenthèses le construit. Si tout est construit, peut-on dire des choses plus vraies que d'autres? La réalité n'est-elle qu'une construction, qu'une illusion de notre mental? L'auteur plaide pour une forme de retour au réalisme et à ce que j'appelle un constructivisme réaliste. Autrement dit encore, le constructivisme n'implique pas nécessairement le relativisme. Ce n'est pas parce que nos représentations sont construites que certaines n'ont pas plus de valeur que d'autres. Je terminerai par aborder la question du constructivisme en pédagogie. Alors, dans un paradigme non constructiviste, dans une pensée naïve de la cognition, on envisageait finalement que les cerveaux des apprenants, les cerveaux des jeunes par exemple, c'était des cerveaux vides qu'il fallait les remplir avec des images, avec des concepts, avec des mots. De sorte que finalement, l'image que j'ai dans la tête, ça correspond parfaitement à la réalité dans le monde. Avec le constructivisme, on prend conscience que ce rapport d'adéquation dépend d'un certain regard. Avec le constructivisme, on prend conscience que ce rapport d'adéquation entre nos représentations et le réel, ça dépend toujours d'un certain regard. Piaget, il développe le paradigme constructiviste dans l'apprentissage, dans l'éducation. Et ce paradigme constructiviste implique la prise en compte des mécanismes de cognition, notamment à travers des représentations initiales. L'idée que nous ne sommes pas des cerveaux vides, mais nous avons toujours un ensemble de représentations qui sont déjà là dans notre esprit avant d'acquérir de nouvelles connaissances. Et donc le savoir, ce n'est pas un contenu qui vient remplir un récipient vide, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une appropriation en fonction de ce qui est déjà là avant. Alors, je noterai que les méthodes et les modèles éducatifs qu'on appelle socioconstructivistes et dont on prétend qu'ils découlent du constructivisme, en fait, ils sont à distinguer du constructivisme, entendu comme une approche de la connaissance. Donc d'un côté, il y a le constructivisme en épistémologie, et d'un autre côté, il y a les méthodes dont on dit qu'elles sont socioconstructivistes, même si ces méthodes sont liées au paradigme constructiviste. Alors pour le dire clairement, en fait, dire que nous appréhendons le monde à travers des représentations, dire que le sujet connaissant a un rôle actif dans la construction de ses connaissances, en fait, ça n'implique pas nécessairement de se limiter à des méthodes comme que l'on qualifie par exemple de pédagogie active. Ça n'implique pas nécessairement de devoir d'office faire un travail de groupe ou d'office faire une pédagogie par projet, par exemple. Ce sont des méthodes que l'on classe généralement, que l'on catégorise généralement comme étant socio-constructivistes, alors qu'en réalité, le constructivisme dit que quoi que nous fassions, notre cerveau, notre cognition a un rôle actif dans la construction de nos connaissances. Donc même face à un discours magistral, même face à un exposé transmissif, eh bien, le constructivisme est de mise en fait. Bref, et autrement dit encore, le constructivisme, d'une part, c'est un
postulat presque désormais épistémologique, qui consiste à dire que nous avons un rôle actif dans la construction de nos connaissances, eh bien ça n'implique pas nécessairement de passer par des pédagogies dites actives, des pédagogies par projet, etc., etc. Pas nécessairement. Et ce n'est pas parce que l'on fait des pédagogies actives que l'on va susciter un apprentissage plus constructiviste chez les apprenants. Non, de toute manière, leur apprentissage se fera de manière constructiviste. Néanmoins, il est possible qu'effectivement certaines pédagogies soient plus efficaces que d'autres dans certains contextes pour faire apprendre les apprenants que d'autres. Alors voilà, c'était une vidéo sur le constructivisme en épistémologie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était suffisamment clair. C'est une vidéo très dense, donc il y a des liens dans la description pour aller approfondir ça, pour mieux comprendre le constructivisme encore. Si vous avez des questions, des commentaires constructifs, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part également dans la description, dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos de la chaîne et à partager ce contenu si le corps vous en dit. Merci à vous.